Chers abonnés, je suis accompagné aujourd'hui d'Aurélien afin de vous présenter un peu plus en détail les consultations philosophiques que j'ai mis en place depuis quelques semaines. J'ai déjà fait une vidéo un peu plus théorique que vous pouvez retrouver sur la chaîne, mais aujourd'hui, il va s'agir avec Aurélien, de détailler un peu plus cette pratique, moins sous son aspect théorique et justement plus dans la relation qu'il y a avec le patient et en quoi effectivement consistent ces consultations philosophiques. Est-ce que c'est une de mes lubies, quelque chose d'un peu cocasse, ou finalement est-ce qu'il y a bien une vraie démarche derrière, quelle approche, d'où est-ce que ça émerge, comment est-ce que ça se passe, une consultation philosophique, qui peut en avoir besoin, c'est ce genre de choses auxquelles on va essayer de répondre ce soir. J'en profite pour signaler, mais je passerai davantage de temps à ce sujet dans une prochaine vidéo, je l'espère, que j'ai mis en place ces consultations philosophiques aussi puisque je quitte en cette rentrée l'éducation nationale, mais j'aurai très probablement l'occasion d'y revenir prochainement sur cette chaîne. Alors, je vais céder directement la parole à Aurélien afin de répondre à ces questions. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais me faire du coup le porte-parole en fait des questions qui ont pu être posées en fait autour de ces consultations philo, parce que en effet, depuis la sortie de ta vidéo, il y a eu pas mal de polémiques, de questionnements. Et surtout aussi la publication de ton site, que d'ailleurs j'invite les auditeurs à aller le consulter. Je pense qu'on mettra un lien dans la description. Et donc, oui, il y a eu beaucoup de questionnements. Les gens ont glosé sur les réseaux. Ils ont dit, comme d'habitude, un peu tout et n'importe quoi, sans savoir de quoi il s'agissait. Bon, on parle de consultation philo, la philosophie, a priori, Loïc, ça te connaît, tu es actuellement en thèse de philosophie, tu as publié plusieurs livres sur le sujet. Donc, c'est a priori quelque chose qui est pas enfin, c'est pas nouveau pour toi. Je pense que d'ailleurs, on peut faire le lien entre l'histoire de la philosophie en général et la démarche que tu essaies de proposer autour de la discussion philosophique. Et je voulais savoir si tu pouvais un peu nous en parler. Oui, alors effectivement, tu fais bien de le signaler, de le rappeler. Pour moi, ces consultations philosophiques, elles s'inscrivent dans une trajectoire qu'on pourrait dire, dans une trajectoire qu'on pourrait qualifier de professionnelle, de manière finalement assez logique, du fait de plusieurs aspects en réalité. Alors, il était impossible pour moi de mettre en place ces consultations philosophiques. Enfin, je ne vais pas entrer dans ces détails-là dans l'immédiat, il y a des moyens, des tournées, etc., des mises en temps partiel, un certain nombre de choses. Mais disons-le, globalement, il était impossible pour moi de mettre en place correctement ces consultations philosophiques en étant au sein même de l'éducation nationale. Donc c'est la raison pour laquelle, en me libérant, puisqu'il faut bien le dire, de l'éducation nationale, eh bien, il m'est désormais possible d'instituer ces consultations philosophiques qui sont, je le répète, une continuité logique dans le parcours, la trajectoire qui est la mienne, une trajectoire qui consiste depuis plusieurs années déjà, non seulement effectivement à m'exercer à la philosophie, et peut-être que j'aurai d'autres moments l'occasion d'y revenir, mais encore une fois, la philosophie ne consiste pas à avoir chacun sa philosophie, des belles pensées sur la vie, etc. La philosophie, ce n'est pas ça. Et peut-être que au cours de cet échange, on va avoir l'occasion d'y revenir un peu davantage. Et finalement, il y a une continuité logique, puisque cette continuité, elle est, tu l'as dit, en raccord avec l'histoire de la philosophie, en ce sens qu'il y a un geste philosophique, si l'on peut dire, qui est celui
à grands traits de la maïeutique socratique, le fait, disait Socrate, de faire accoucher les esprits. Et c'est ce qu'on va retrouver en consultation philosophique. Et puis, il y a cette idée pour moi aussi, avant de revenir plus précisément sur la consultation en tant que telle, de sortir la philosophie du seul enseignement secondaire, chose que je fais aussi depuis des années au travers, d'abord effectivement de cours d'éducation populaire, puis encore au travers de cours d'éducation populaire, mais dans une forme tout à fait différente que nos auditeurs réguliers connaissent, au sein justement de l'Institut Homme Total, et puis avoir cette idée que finalement la philosophie, elle n'a pas à être réduite au seul enseignement secondaire. J'ai fait récemment une vidéo justement pour parler de la philosophie dans l'enseignement secondaire. On la retrouve aussi sur la chaîne parmi les dernières vidéos. Et j'insistais sur de points très positifs, notamment à la vidéo Tous philosophes, à l'enseignement secondaire. Je ne le regrette absolument pas, cet enseignement direct avec les élèves, la pratique philosophique directe avec les élèves, bien au contraire. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre eux suivent mon travail. On peut les inviter d'ailleurs à commenter cette vidéo et à laisser peut-être un témoignage sur l'enseignement que j'ai pu leur prodiguer ces dernières années, où j'ai enseigné ces 5 dernières années. Et donc finalement, l'objectif, c'est de comprendre que, notamment autrefois, pendant la majorité de l'existence de la philosophie, dont on peut dire qu'elle a au moins 25 siècles, et ailleurs qu'en France, la philosophie n'est pas cantonnée comme ça au strict enseignement secondaire qui, malheureusement, et là aussi, c'est la vidéo que je prévois de faire, je ne sais pas quand, mais à propos de l'éducation nationale, là où finalement la philosophie est meurtrie, et où finalement on ne cesse à bien des égards, et notamment du fait de multiples réformes, de détruire la philosophie. Au contraire, en consultation philosophique, on a là une occasion de retrouver réellement un geste philosophique, c'est-à-dire celui qui va consister à interroger, à questionner, à poser un problème. Souvent les élèves rencontrent quand on les initie à la dissertation, à l'explication de texte en terminale, et dans d'autres disciplines aussi, la question de la problématique. Eh bien, problématiser, d'accord, c'est-à-dire transformer une question qui va de soi en un problème avec deux hypothèses a priori soit contradictoires, soit deux hypothèses tout aussi valables l'une que l'autre dont il va nous falloir trancher par la raison, c'est ça problématiser. Eh bien, en consultation philosophique, on va aussi retrouver ça. Donc, il y a une continuité logique, c'est-à-dire définir les termes, les distinguer, saisir ce qui, au travers du discours du sujet présent devant nous, en tant que consultant philosophique, eh bien, ce qui s'est construit au travers de ce sujet dont il n'a pas nécessairement conscience. Donc la consultation philosophique, elle n'a rien de bizarre. Elle est, à proprement parler, l'exercice philosophique même, c'est-à-dire eh bien, le fait à la fois de se poser des questions, de poser des problèmes à la suite de ces questions et de tâcher d'y répondre à partir de problématiques qui certes sont des problématiques plutôt individuelles, mais qu'on va tenter de faire réfléchir dans l'universel. C'est-à-dire qu'au travers d'une consultation philosophique, l'enjeu, ça va être de se mettre à distance de soi-même. Dans le 2e année de séminaire à l'IHT notamment, j'ai beaucoup parlé de cette question du sujet, de la théorie du sujet, de ce qui est un sujet au sens de l'individu. Eh bien, tout ça va ressurgir, on va venir le creuser, et puis on va prendre appui aussi sur des textes. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, eh bien, en consultation philosophique, on s'est appuyé sur certains textes de Merleau-Ponty, d'autres de Sartre, etc. C'est-à-dire que les philosophes viennent finalement en appui pour mieux comprendre ce qui a toujours été l'objectif de la philosophie. Souvenons-nous quand même que sur le temple de Delphes était inscrit sur son fronton « Connais-toi toi-même ». Et toutefois, ce que nous apprend la philosophie, c'est que pour nous connaître nous-mêmes, eh bien, il y a un détour nécessaire par l'autre. Mais ça, je l'ai vu durant mes années d'enseignement aussi, et qui perdure. Non seulement j'ai enseigné avant d'être professeur en lycée, mais je continuerai aussi à enseigner sous de multiples formes, et d'ailleurs aussi, puisque ce n'est pas l'éducation nationale, peut-être à certains moments à l'université. Bon, ça c'est encore une fois une autre question, mais je pense encore une fois à toutes les formes d'enseignement. Enseignant, encore une fois, pour moi, ce n'est pas être enseignant
14 heures par semaine ou 18 heures par semaine devant une classe et prodiguer un certain nombre de contenus appris dans des manuels ou quoi, et puis rentrer chez soi et cesser d'enseigner. L'enseignement, il se fait avec mes propres enfants, il se fait dans des discussions avec des amis, etc. Et encore une fois, l'enseignement, je vais essayer d'en reparler peut-être plus tard, mais il se fait au travers d'un dialogue, c'est-à-dire d'un échange, de quelque chose qui est construit avec l'autre. Et c'est ça l'avantage de la consultation philosophique, c'est qu'on est là pour construire ensemble quelque chose. Et ça, devant les élèves, en acte, je l'ai aussi souvent remarqué. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de fond qui se fait par la philosophie qui va détricoter les préjugés, détricoter les idéologies. Je rappelle, pour revenir sur la philosophie, que Kant dit très bien dans les maximes de la pensée comment orienter la raison. Il donne 3 maximes, Kant, et en gros, pour aller vite, Kant dit penser par soi-même. On croit souvent que c'est dire les idées qui sont les nôtres, parler, etc. Enfin bref, ce qu'on entend d'habitude par penser par soi-même. Et Kant dit, il rappelle, penser par soi-même, c'est d'abord et avant tout finalement penser contre soi-même, c'est-à-dire contre nos opinions, contre nos préjugés, ce qui n'a pas encore été jugé. Or, la majeure partie de nos discours en tant qu'individus sont des choses que l'on dit sans trop savoir d'où elles viennent, que l'on répète, des valeurs qu'on a acquises et dont on ne sait plus d'où elles proviennent, etc. Et donc l'enjeu, ça va être de questionner ça et de questionner la raison pour laquelle ça nous pose problème à un moment donné et d'essayer de remettre ça en perspective à partir d'une meilleure compréhension des termes. Je ne sais pas, récemment, justement, en consultation, quelqu'un parle du bon moment, par exemple, pour avoir un enfant, comme si ça allait de soi, cette question du bon moment. Et finalement, on réfléchit à ce que c'est qu'un bon moment, d'accord? Comment est-ce qu'on pourrait préciser, définir ce qu'est un bon moment pour avoir un enfant? Est-ce que le bon moment, il existe? Est-ce que finalement, ce bon moment qui devrait être le point de départ d'où naîtrait un enfant, il ne peut pas exister à partir du moment où la question de l'enfant ne se pose pas et où finalement, c'est pas l'enfant qui est le point de départ pour construire des bons moments. Bref, c'est tout ce genre de questions et de formulations qui permettent au sujet de mieux se comprendre, de mieux saisir les problématiques qui sont les tiennes et donc de les résoudre par un usage qui est celui de la philosophie depuis son existence il y a 25 siècles, encore une fois, c'est-à-dire l'usage de la raison, être en capacité de faire des choix et de faire des choix libres, éclairés. L'objectif du philosophe praticien ou du consultant en philosophie, c'est pas d'apporter des réponses toutes prêtes, au contraire, mais c'est de voir, de déterminer rationnellement avec le patient ce qui est le plus juste pour répondre à cette problématique. Et je terminerai sur un point parce que je ne veux pas être trop long et qu'il y a sans doute d'autres questions qui vont me permettre de développer. Mais c'est sur cette idée, je disais, la philosophie, elle a 25 siècles. Ce qui différencie justement la philosophie des pensées orientales, ce genre de choses, etc. Et ce qu'on confond complètement quand on dit moi, ma philosophie, c'est que, etc. Il y a une énorme différence que Platon nous montre très bien dans le Ménon, notamment en distinguant la science de la philosophie et l'opinion de droite, etc., pour ceux qui veulent les références. Il y a quelque chose de décisif, c'est que ces pensées orientales sont des pensées justement dites de sagesse, c'est-à-dire de sagesse appliquée. On vous dit quoi faire, quoi ne pas faire, un peu comme plus tard dans les religions du livre, que ce soit effectivement dans le judaïsme ou dans l'islam, etc. On vous dit quoi faire, quoi penser, comment agir, comment vous conduire, comment ne pas vous conduire, etc. La philosophie, c'est tout autre chose. Donc, de fait, la philosophie naît bien en Grèce il y a 25 siècles avec, entre autres, certaines figures, présocratiques aussi, mais notamment aussi la figure de Socrate. Et je renvoie ici à Éloge de la philosophie de Merleau-Ponty, que j'ai souvent cité, puisque finalement, ça vise l'autonomie. L'objet de la philosophie, c'est pas de vous dire comment agir tel quel, comme s'il y avait un grand principe admis, mais c'est de se questionner sur les préjugés, sur ce qui n'a pas encore été jugé, sur nos opinions, et donc d'être en capacité finalement à mieux agir par la suite, mais pas parce qu'on nous a dit faut agir comme tel, mais parce qu'on comprend rationnellement quelle direction on souhaite suivre et quelle direction surtout on veut suivre. Puisque je rappelle, je n'ai pas le temps d'en faire la démonstration ici, mais que la volonté n'a rien à voir avec le souhait ou le plaisir, d'accord? Faire ce qui me plaît n'est pas faire ce que je veux. Et parfois, pour atteindre ce que je veux, il me faut même beaucoup de déplaisir. Bon, et donc la philosophie, elle vise cette autonomie de l'individu, du sujet, la capacité justement à réfléchir
sans dépendre directement des préjugés conditionnés par un environnement social, par d'autres individus, par un cercle d'amis, un cercle familial, etc., etc., professionnel. Donc voilà la grosse différence avec la philosophie. Voilà avec quoi on tente de renouer en consultation philosophique, c'est-à-dire avec une démarche philosophique qui est tout à fait admise quand elle se fait en classe, alors qu'elle se fait de plus en plus mal à cause des conditions dans lesquelles les professeurs sont placés et de tout un tas de choses. Elle se fait de plus en plus mal et surtout avec des élèves qui parfois sont peu ou mal intéressés et qu'il faut évidemment intéresser. Mais encore une fois, la réalité, c'est pas le cercle des poètes disparus. Il y a des disparités sociales, des inégalités sociales, des disparités culturelles, etc., qui font que, notamment arrivé en classe terminale, il y a des ruptures. Quand vous avez face à vous des élèves qui peinent tout simplement à maîtriser le b.a.-ba de la langue française à cause d'une destruction totale de l'enseignement et de l'instruction, il est de fait très difficile de raccrocher ces élèves-là. Et encore une fois, je le dis sans aucun problème, puisque ça s'est toujours très bien passé dans mes classes, et notamment dans les filières où le volume horaire en philosophie était le plus important. Il y a toujours eu d'excellents retours dans mes classes, donc j'ai aucun souci avec ça. Mais encore une fois, il ne faut pas pour autant nier la réalité. Cet exercice qu'on peine à l'heure actuelle à faire, malheureusement, forcément en classe, même s'il existe à bien des égards, encore une fois, eh bien, il se réalise de fait en consultation philosophique et on renoue avec l'héritage classique qui était finalement celui de Socrate qui allait vagabond dans la rue questionner des personnes qui se pensaient spécialistes ou qui avaient un problème et qui les interrogeait sur mais qu'appelles-tu désir, qu'appelles-tu amour? Tu dis aimer telle personne, mais finalement, c'est quoi pour toi l'amour? Je lis actuellement un excellent livre dont j'aurai peut-être l'occasion de faire la recension avec son auteur, Romain Rosbach, qui s'appelle La séduction pornographique, qui est un collègue de philosophie qui justement fait ce travail-là. Par exemple, il y a des gens qui sont pour une bonne pornographie, d'autres pour une mauvaise pornographie. Bon, bah, la question philosophique, par définition, c'est d'abord et avant tout, qu'appelles-tu pornographie? Qu'est-ce que tu y mets derrière? Pour certains, ça va être un érotisme un peu plus échancré, pour d'autres, ça va forcément être la vulgarité, etc. Si on ne fait pas l'effort de définir les mots qu'on utilise et qui laissent transparaître les idées qui sont les nôtres, parfois malgré nous, eh bien, on ne peut pas avancer sur les problèmes qui sont les nôtres. Eh bien, voilà la tâche de la philosophie depuis 25 siècles et voilà la tâche que l'on réalise en consultation philosophique. Alors, tu as parlé de patients. Du coup, bon, on parle de consultation, on parle de discussion. Forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser à la figure du psychologue ou du psychiatre. Et du coup, on s'interroge en fait sur la pertinence d'aller voir un philosophe pour mener ce genre d'activité ou répondre à ce genre de questions. En tout cas, ça peut sembler étrange. Et du coup, fondamentalement, qu'est-ce que c'est la différence entre ce que tu proposes, donc les consultations philosophiques, et une consultation chez un psychologue ou un psychiatre, par exemple? Oui, alors effectivement, à première vue, on peut se dire bah, finalement, mieux vaut aller voir un psychologue ou un psychiatre, etc. Or, encore une fois, chacun ici a sa place et ce n'est pas parce que nous vivons dans une période dans laquelle finalement tout est psychologisé, hein. L'histoire est psychologisée, c'est parce que Hitler n'a pas été reçu aux Beaux-Arts et que son grand-père était pas gentil, etc., que forcément il y a eu le nazisme, etc. Enfin, bon, tout ce genre d'imbécilité qu'on voit partout. Ce qui ne veut pas dire que la psychologie est une science nulle, au contraire. Mais alors, à force de tout psychologiser, on a l'impression de ne plus comprendre et de ne plus voir les problèmes qu'au travers de ce prisme thérapeutique qui est celui de la psychologie ou de la psychiatrie qui occupe une place qui est tout à fait décisive et nécessaire, même j'insiste, mais qui ne répond pas à toutes les problématiques, bien évidemment. Eh bien, faisons simple. Le médecin, disons, dans sa version la plus stéréotypée, d'accord, puisque souvent il y a une pratique plus globale à tout ça. Mais le médecin généraliste que l'on consulte, c'est souvent pour des maux, la plupart du temps physiques, pas que, d'accord, mais souvent il réoriente à partir du moment où c'est des problèmes plus psychologiques vers un psychiatre, etc. Donc on va dire que le médecin s'occupe des maux du physique, le psychologue ou le psychiatre
s'occupe des problèmes, disons, justement psychiatriques ou psychologiques, le philosophe s'attarde sur des problèmes qui sont d'un autre ordre, c'est-à-dire sur ou en tout cas des problématiques, d'accord, qui sont d'un autre ordre. Et je rappellerai qu'il n'y a pas besoin d'être malade pour venir en consultation philosophique, d'accord. Ces problèmes, ce sont des problèmes d'ordre existentiel, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire un problème existentiel? Eh bien, c'est des questions que l'on se pose absolument tous. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'aimer, par exemple? Quelqu'un qui vient avec comme problème, finalement, est-ce que j'aime véritablement cette personne? Vous voyez, je dis ça comme ça. Là, ce qui viendrait nous interroger, c'est l'idée de véritablement. C'est quoi pour cette personne, justement, l'idée d'un amour véritable, d'accord? Ça nécessite d'être redéfini. De la même manière, vous voyez, tout est dans le véritablement. De la même manière que quelqu'un qui posait la question, finalement, de savoir comment bien pratiquer un certain sport. Eh bien, tout l'enjeu, c'est pas de lui apprendre comment pratiquer ce sport, mais c'est de l'interroger sur ce que lui qualifie à ce moment-là de bien et comment est-ce qu'on peut s'accorder là-dessus. Bon, une problématique existentielle, ça veut dire effectivement, c'est rapport tout simplement à l'amour, c'est rapport tout simplement à la mort, par exemple, les rapports à la question de désir, mais en rapport à l'autre, à ma manière d'être perçu par les autres, etc. Bref, qui sont des problèmes qui, logiquement, nous traversent tous et perpétuellement au cours de notre vie, tout simplement, et auxquels les psychologues n'ont pas forcément, et les psychiatres encore moins, n'ont pas nécessairement de réponse, puisque c'est là véritablement un travail philosophique. Et un travail philosophique qu'on ne peut pas réduire à une seule vue scientiste. Par exemple, quand des personnes qui, encore une fois, dans leur domaine de recherche, sont extrêmement compétents, et ce n'est pas sur ce terrain-là que je vais les chercher, mais quand des personnes comme Jean-Didier Vincent, par exemple, nous parlent de la biologie des passions et nous expliquent que, par exemple, être amoureux, c'est le produit d'hormones, etc., je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros de production physiologique, eh bien, on peut rétorquer que finalement, le travail philosophique, encore une fois, n'est pas fait, puisque ici, on va confondre une émotion d'ordre notamment physiologique, avec un sentiment, par exemple, qui est le sentiment amoureux, d'accord? Et à trop distinguer cela, eh bien, par exemple, ça fait beaucoup de gens malheureux aujourd'hui qui viennent confondre l'émotion, le désir, l'excitation sexuelle, par exemple, notamment le temps de passion, comme on dit, cet amour qui durerait 3 ans, etc., qui serait l'amour passionnel, et l'amour véritable comme sentiment amoureux, nourri, construit, qui reste toujours à faire. Et finalement, eh bien, quand on imagine que l'amour se réduit à la passion, au désir, eh bien, à partir du moment où le désir n'est plus là, ou en tout cas que le désir est moindre, on a l'impression de ne plus aimer, alors on divorce, alors on est malheureux, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, Kant a raison de dire, et je le lisais souvent à mes élèves, Kant a raison de dire que la philosophie est une activité pour adultes. J'ai eu l'occasion dans la série de podcasts Marx FM que j'ai fait l'année dernière de revenir d'ailleurs sur ces passages-là. Kant dit de la philosophie qu'elle est un exercice pour adultes parce que, eh bien, elle s'appuie justement, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, sur notre vie quotidienne, sur nos expériences quotidiennes. Et finalement, quand on a 3-4 ans, non pas qu'il soit absolument impossible de philosopher, mais ça n'a pas la même teneur. Et finalement, combien d'adultes regrettent de ne pas avoir eu de cours de philosophie, découvrent finalement un peu tardivement que ça leur aurait plu, alors que finalement, en salle de classe, un peu obligé et avec peu d'expérience dans la vie, ils n'en comprenaient pas bien l'utilité et considéraient alors que cet exercice philosophique était un exercice très abstrait, alors qu'en réalité, il n'en est rien. La philosophie, justement, est la discipline qui parle le plus de ce que nous éprouvons, de ce que nous vivons, de ce à quoi nous pensons et nous réfléchissons. Si il est vrai probablement que, par exemple, dans l'enseignement, être comptable demain du fait de l'intelligence artificielle, et comme c'est tout le temps le cas dans l'histoire, beaucoup de métiers disparaissent pour que d'autres apparaissent, le fait d'être comptable, il y a fort à parier que ce ne soit pas très nécessaire, ce que je rappelais à mes élèves de filière technologique. Or, avant qu'une intelligence artificielle en vienne, en revanche, à débrancher, j'ai pris le pas sur ce que je voulais dire ensuite, en vienne à remplacer la philosophie, et l'enseignement philosophique ou le philosophe, là, il y a un réel pas. Comme j'ai l'habitude de le dire régulièrement, mais je crois que ça a été dit d'ailleurs par d'autres, et comme je rends toujours à César ce qui appartient à César, l'intelligence artificielle pourra devenir, entre guillemets, inquiétante le jour où elle décidera de se débrancher elle-même, c'est-à-dire de se suicider, c'est-à-dire qu'elle se posera des questions existentielles.
Et là, on voit bien déjà que l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, rien que par cet exemple qu'on pourrait largement détailler, mais la vidéo ne porte pas sur l'intelligence artificielle, qu'il y a des choses très différentes. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on fait ici? On illustre, on exemple, on définit, on fait un travail philosophique, encore une fois. Un travail philosophique qui nous fait sortir, par exemple, de certaines peurs. Il y a, par exemple, ici, la peur de la technique. Bon, alors l'objet de la consultation philosophique, ça va être quoi? Ça va être de donner du sens. C'est-à-dire de donner de la cohérence, de rationaliser, d'accord? Et de rationaliser correctement, puisque le sujet, on le sait, tente toujours de rationaliser ses affects, c'est-à-dire d'expliquer ses passions pour des bonnes raisons qui n'en sont en fait pas, et donc il se crée tout un mensonge. Hein, Spinoza a raison de dire, ce n'est pas parce que les choses sont bonnes que nous les désirons, c'est parce que nous les désirons que nous les jugeons bonnes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est premier, c'est pas la rationalité, c'est le désir. Je prends un exemple stéréotypé, là aussi, caricatural, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire finalement, je passe devant cette vitrine, je m'achète cette paire de chaussures dont j'ai pas véritablement besoin, simplement je la vois, elle me plaît, j'ai un désir, je l'achète. Et finalement, pour justifier ce désir, parce que je comprends pas bien d'où ça vient, je vais finir par me dire finalement, ah mais si j'en avais besoin, parce que quand même celles-ci, elles étaient usées ou machin, etc. Alors qu'en fait, si j'avais pas vu ces chaussures-là, j'en aurais probablement pas acheté. Bon, eh bien, le sujet tente toujours de rationaliser ses affects. Le travail en consultation philosophique, ça va être justement eh bien, de comprendre qu'il y a certains affects, de comprendre comment le sujet a tenté de les rationaliser, mais en se créant à lui-même sa propre histoire, hein, qui est souvent en décalage avec la réalité, et tenter alors eh bien, de justement la rationaliser pour de vrai, si l'on peut dire, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui était jusqu'alors incompris ou masqué par une tentative, pourrions-nous dire, pour être plus exact, de rationalisation, et là vraiment venir rationaliser, c'est-à-dire faire prendre conscience de ce qui est dit au travers, on le disait tout à l'heure, du langage aussi du patient, c'est-à-dire éprouver aussi le fondement de nos valeurs, de nos idées et de ce qui nous dérange, d'accord, hein, Platon, dans ses dialogues, fait régulièrement intervenir un personnage qui s'appelle l'étranger. Et ce n'est pas pour rien. L'étranger, ce qui est étrange, c'est ce qui nous fait penser, parce que ça nous fait sortir de ce que nous est habituel. Et encore une fois, une habitude, un préjugé, une opinion, tout ça, c'est un peu pareil. Je cite régulièrement Hegel qui dit ce qui est bien connu parce qu'il est bien connu et mal connu. Eh bien, l'enjeu de la philosophie, c'est ça. C'est finalement, moi, je crois que j'en ai pas besoin. Et comme je disais souvent là aussi à mes élèves, on peut vivre sans philosophie de la même manière, effectivement, qu'on peut vivre sans musique et sans amour, parce que les trois, dans l'utilité pratique à la manière d'une chaise, ne servent effectivement à rien. Ça, c'est vrai, d'accord? La chaise est beaucoup plus utile dans le sens courant auquel on l'entend, c'est-à-dire l'utilité absolument pratique, au moins je peux m'asseoir, c'est confortable, etc. Mais de fait, on peut vivre sans musique, mais c'est mieux avec. De la même manière, on peut vivre sans aimer et être aimé, mais c'est mieux avec. Eh bien, la philosophie, c'est exactement la même chose. Et prenons conscience aussi du fait, encore une fois, que ce qui nous apparaît le plus inutile au premier abord, encore une fois, est bel et bien pourtant ce qui a le plus de valeur à nos yeux. Ma chaise, finalement, elle est bien utile, mais ça ne me dérangerait pas d'en changer, sauf si j'ai un rapport affectif particulier, qu'elle m'a été léguée, etc. Bon, c'est pas le cas de la chaise sur laquelle je repose actuellement. Bon, je peux changer de chaise, je vais pas pleurer. D'accord? Par contre, effectivement, il y a des choses auxquelles je suis attaché, des personnes auxquelles je suis attaché et qui pourtant ne remplissent aucune fonction d'utilité pratique, même parfois au contraire. D'accord? On peut même penser qu'un petit bébé, par exemple, n'a aucune utilité pratique. D'accord. Ce bébé, au contraire, même me fait passer des nuits courtes, me fait angoisser davantage, bref, tout un tas de choses que chaque parent connaît. Et pour autant, c'est bien la chose la plus chère que j'ai. Vous voyez bien que l'idée de chair et de valeur ici n'est pas la même. Bon, eh bien, il s'agit de faire éprouver. Vous voyez bien que c'est ici, on n'est plus dans une démarche que vous retrouvez chez un psychologue ou chez un psychiatre, plus du tout. Ici, il s'agit de faire éprouver au patient, si l'on peut dire, ou à la personne qui vient en consultation philosophique, qu'importe, d'autant plus qu'il n'est pas patient chez nous, il est profondément actif. Il vient éprouver les fondements, c'est-à-dire se questionner sur « Ah, mais pourquoi je pense comme ça? Ah, mais pourquoi est-ce qu'on m'a inculqué telle valeur? Non pas pour les remettre en cause, mais pour les remettre en question. C'est bien différent, vous voyez. Remettre en question, par exemple, je peux remettre en question la démocratie, c'est-à-dire ce qui devrait être l'exercice légitime de toute démocratie. Je peux questionner la démocratie, c'est-à-dire m'interroger sur le fait de savoir si oui ou non nous sommes, à l'heure actuelle encore, par exemple, en démocratie ou non. Je remets en question. Cette remise en question,
elle peut venir dire, bah oui, finalement, nous sommes bien en démocratie, ou non. Elle ne vient pas remettre en cause la démocratie. Au contraire, je peux être un profond démocrate et remettre en question la démocratie, d'accord? Je remets sous forme de question. Vous voyez, là, on est encore dans un exercice philosophique, d'accord? On interroge les mots usuels. Alors qu'une remise en cause, effectivement, là, c'est rejeter quelque chose. Bon, eh bien, remettre en question nos valeurs, nos idées, etc., ça ne veut pas dire les rejeter. On n'est pas là pour dire, ah ben voilà, vous voyez, si vous pensez comme ça, c'est parce qu'on vous a inculqué comme ça, donc arrêtez, d'accord? Mais on est là pour essayer de comprendre, que le sujet se comprenne mieux et comprenne mieux alors les problématiques existentielles qui sont les siennes. Et pourquoi alors passer par la consultation philosophique? Eh bien, parce que tout le monde n'est pas philosophe, encore une fois. Hein, tu rappelais au début très brièvement mon parcours, mais effectivement, la philosophie, je la vis, je la travaille au quotidien comme d'autres. Hein, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on peut parler de l'exercice philosophique et de philosophes, tout comme on parle de sociologues, de psychologues, de physiciens, etc. Il n'y a pas de raison à partir du moment où on fait ce travail conceptuel-là. Bon, effectivement, ça nécessite un parcours, ça nécessite un travail, parfois autodidacte, parfois des études longues. Hein. Tu as rappelé le fait que j'étais actuellement en thèse de doctorat. Bon, voilà, le travail d'écriture, un travail philosophique, justement, plus on croit que finalement c'est chacun son idée, chacun sa tête. Là, on est exactement en dehors de la philosophie. Hein, la philosophie, c'est pas déblatérer des choses dans un sens et dans un autre, chacun sa petite opinion, etc. C'est depuis le début la philosophie l'inverse, c'est de croire ça. Ça nous permet simplement en tant que sujet de nous mettre à l'abri pour ne pas aller questionner nos préjugés et ne pas potentiellement et possiblement déterrer une vérité qu'on voudrait pas voir. Eh bien non, au contraire, faire un vrai exercice philosophique, mieux vivre, ça passe par se remettre en question soi-même, une remise en question permanente. Et encore une fois, je disais tout à l'heure, je l'ai beaucoup vu chez les élèves, mais surtout la première personne sur laquelle j'ai vu l'intensité de la philosophie, c'est sur moi-même, d'accord? C'est-à-dire, très tôt, j'ai été en contact avec la philosophie, absolument pas par mon milieu familial ou social, mais en tout cas très tôt, au début des années lycée. Et finalement, bah, il y a des tas de choses que j'ai compris sur mes rapports avec les autres, sur mon rapport avec moi-même, sur ce qui relevait effectivement de la dépendance au regard des autres, un certain nombre de choses, qui étaient le fruit de réflexions philosophiques sur 25 siècles. Il faut s'enrichir de ces auteurs. Hein. J'aime beaucoup la phrase de Bernard de Châtres qui dit « Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants ». Que fait la consultation philosophique? Elle vient interroger avec, continuons de l'appeler le patient, pourquoi pas, avec le patient, une problématique existentielle qu'il pense singulière, c'est-à-dire qu'il croit que ça n'arrive qu'à lui, en l'enrichissant de toute une réflexion de 25 siècles au travers d'auteurs, etc., qui ont pensé déjà ces questions-là, l'enrichir par un détour vers l'universel, par d'autres qui ont déjà vécu ça, et la mettre en miroir et en reflet de sa problématique singulière pour que tout à coup elle s'éclaircisse, d'accord? Et donc ça demande aussi en consultation philosophique, nécessairement, qu'on le veuille ou non, la maîtrise d'un corpus philosophique. Et là, on voit bien aussi la très large différence, et c'est pas un problème, c'est absolument pas une hiérarchie, encore une fois, avec un médecin ou avec un psychologue, un psychiatre, d'accord? Ça n'a rien à voir. Ici, on répond bien à une autre problématique. Voilà. Alors du coup, quand t'en parles, moi, j'avoue, je pense un peu, alors sûrement à tort, mais aux philosophes consultants en entreprise qui viennent réguler les problèmes au sein des boîtes, etc. Alors je suppose que ce que tu fais vraiment, c'est vraiment dans une toute autre optique. Mais du coup, je voulais savoir, bon, non seulement à quoi ça peut ressembler une consultation philo, et si tu as un peu des exemples, voilà, d'à quoi ça pourrait se rapporter. Oui, alors bah, je te remercie pour cette remarque, du coup, parce qu'effectivement, c'est une remarque qui va nécessairement ressurgir. Alors, mon objectif, hein, ce n'est évidemment pas d'intervenir en entreprise pour venir finalement être un conciliateur qui vient mettre un terme à toute forme de rapport de force, etc. Bon, et ceux qui me connaissent se doutent bien que ça ne peut pas être l'enjeu et je ne veux absolument pas mettre les pieds là-dedans. Il y a une activité, parce que ceux qui vont aller sur le site vont le repérer, mais ça, c'est du très long terme et c'est quelque chose que je suis en train de construire. Il y a une activité, il y a un onglet qui n'est pas orienté sur les consultations individuelles, dit de consulting, malheureusement, de conseil, qui justement est un travail de consultation, mais de consultation plus orientée sociologique, cette fois, pour des missions qui peuvent avoir lieu suite à des décisions de travaux. On va consulter les personnes, on monte des dossiers, etc. Bon, c'est encore autre chose, mais ça n'a rien à voir avec
consultation d'entreprise dont tu parles. Donc, effectivement, c'est évidemment pas ça le projet et beaucoup ça, mon attachement, si on peut dire, au travail syndical, etc. Bon, ce n'est pas un scoop sur cette chaîne. Donc, évidemment que c'est absolument pas ça l'enjeu, c'est même tout le contraire. C'est-à-dire que la philosophie a, dans l'histoire, toujours été un moyen de radicaliser. Radicaliser, ça veut dire revenir à la racine. On parlait d'éprouver les fondements, etc. Ça a toujours été un moyen de radicaliser le sujet, de mieux le comprendre lui-même et donc de mieux le comprendre dans le monde dans lequel il s'inscrit. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que ma pratique consiste toujours à réinscrire l'individu, le sujet qui se pense comme individu et comme une singularité, encore une fois, dans une histoire, dans son histoire familiale, dans son histoire sociale et dans la grande histoire, d'accord, à laquelle nous participons tous, une histoire aussi qui est traversée par des luttes des classes, par des rapports de force, etc., dont l'individu n'a pas conscience, afin effectivement qu'il sorte de l'idée que soit on peut tout résoudre par le côté psychologique, soit finalement tous les problèmes ne sont que d'ordre psychologique, comme s'il n'y avait pas de problème qui était issu du monde social, etc. Bon, ça déjà c'est la première chose. Ensuite, la philosophie a toujours dû combattre, on le sait bien, les sophistes, les rhéteurs, c'est-à-dire finalement la maîtrise de la rhétorique sophistique, ce qu'on voit en consultation en entreprise et ce qui se développe d'ailleurs malheureusement aussi dans certains cursus philosophiques, c'est-à-dire l'embauche, effectivement, y compris depuis l'ouverture des concours d'école de commerce aux étudiants en classe préparatoire littéraire dont j'ai été, eh bien finalement c'est se proposer d'avoir des gens qui ont l'usage du discours, une capacité à mobiliser des idées, à bien les articuler, etc., pour finalement mieux manipuler, si je puis dire, mieux pérenniser l'ordre actuel, etc. Évidemment que je m'inscris totalement en antipode avec ça, mais en fait, cette philosophie, cette consultation d'entreprise philosophique, finalement, la plupart du temps, elle résonne davantage dans l'histoire avec la sophistique qu'avec la philosophie. Il faut bien le dire. Bon, on aurait l'occasion probablement d'étendre davantage le sujet, mais finalement, comprenons qu'il y a un travestissement de la pratique philosophique qui est aux antipodes de la mienne, bien évidemment. Alors, quel exemple on pourrait en donner finalement ? Je rappelle d'ailleurs au passage que je ne suis pas le seul à avoir cette pratique philosophique, puisque, encore une fois, des gens comme Oscar Brennifier, je ne sais pas si on dit exactement comme ça, mais ont institué la pratique philosophique en France d'une certaine manière. Bon, mon approche n'est pas similaire, d'accord ? Leur approche, comme à d'autres, est très, très, très socratique. Pour moi, elle est aussi présocratique, elle est hegelienne. Bon, bref, j'ai pas envie d'entrer aujourd'hui dans ces détails-là méthodologiques. On pourrait le faire, on pourra faire d'autres vidéos peut-être qui seront plus poussées sur les questions, plus épistémologiques, plus théoriques, etc. Aujourd'hui, j'aimerais que ça reste accessible pour que le plus grand nombre puisse bien comprendre les enjeux. Donc, ma pratique est à bien des égards assez différente de la leur. Encore une fois, bon, c'est pas le problème, mais tout ça pour dire que je suis pas le seul à pratiquer, même si on est très, 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 très peu. Mais très concrètement, effectivement, ce qu'il y a en commun, c'est que le patient qui vient, je le disais tout à l'heure, à la suite de questions existentielles. Il y a tous des questions dont on se pose. Pour vous prendre les 2 dernières consultations philosophiques que j'ai pu faire, par exemple, j'espère que mes patients ne vous voudront pas, je tairai évidemment leur nom. La première, du coup, j'en parlais tout à l'heure de ces 2 dernières, c'était est-ce que c'était le bon moment pour avoir un 3e enfant, par exemple ? Et la deuxième, c'était qu'on a reformulé, c'est est-ce qu'il y a un décalage entre l'individu, son prénom, d'accord, et ce que les autres perçoivent de tel individu, d'accord. Bon, vous voyez, c'est ce genre de problématique-là. Donc, ils viennent avec une question parfois plus ou moins vague, d'accord. Et puis, vous voyez, ça peut être est-ce que c'est le bon moment d'avoir un 3e enfant ? Vous voyez, d'accord, c'est a priori une question qui n'est pas profondément philosophique. Et on va réfléchir, on va creuser, on va problématiser, on va partir de cette question et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est cette question qui traverse le sujet à ce moment-là, pourquoi est-ce que le sujet émet telle question plutôt qu'une autre, et finalement, ça en dit déjà long sur le sujet, malgré ce qu'il peut penser, d'accord. Il n'y a pas forcément de pur hasard, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y a une destinée non plus préétablie, mais ça veut dire qu'un ensemble de contingences font qu'à un sujet, à un moment donné, se pose cet ensemble de questions. Et donc, on va travailler à partir de ça. On va essayer de, effectivement, comprendre pourquoi est-ce que telle personne, je ne voudrais pas trop entrer dans les détails, c'est toute la difficulté de bien présenter et donner des exemples, mais pourquoi telle personne, finalement,
pose cette question sur cet enfant, quelles sont les valeurs qui le conduisent finalement à vouloir ou ne pas vouloir ce troisième enfant, et donc à venir définir tout ça. Et à venir éclaircir ce champ-là. C'est-à-dire, effectivement, on a tous des idées fixes ou des questions qui nous traversent aussi à longueur de temps et auxquelles, eh bien, on vient répondre. Et puis, on va interroger la manière aussi dont l'individu se comporte. Est-ce qu'il a tendance à tout rapporter à lui-même? Est-ce qu'il a tendance à dévier la discussion, etc. Ce qui en dit long sur certains sujets, par exemple. D'accord? C'est-à-dire des sujets qui... Est-ce que le sujet dans ses réponses a tendance à s'embrouiller? Ça en dit quelque chose sur le sujet et lui faire remarquer, parce que parfois, on développe comme ça un certain nombre d'habitudes, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va poser une question qui nous dérange, on va avoir le tic finalement de partir dans un sens, je ne sais pas, un patient qui dirait oui, alors je pense que, mais en fait, je ne sais pas parce que des fois, mais ça, vous voyez, qui hésite, qui a du mal à construire son discours, etc., eh bien, on va lui faire réémerger ça. Est-ce que vous prenez conscience qu'à tel moment, etc., vous voyez la difficulté que vous avez à articuler justement telle problématique, etc., de choses dont il n'a pas forcément conscience et que personne ne lui fait remarquer, même si parfois dans son entourage, les autres en ont conscience. Et donc, peut-être que les autres vont considérer que cette personne, justement, est indécise, par exemple, du fait justement de la difficulté qu'elle a à articuler, alors qu'elle ne se pense pas indécise. D'où apparaît effectivement le décalage. Et donc, on va pointer ce décalage du doigt. Décalage entre ce que la personne pense d'elle et ce qu'elle est vraiment telle qu'elle apparaît aux autres, etc. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette problématique-là? Voilà, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire essayer, et finalement, c'est la raison pour laquelle eh bien, la consultation philosophique eh bien, répond à des besoins qu'on rencontre tous, moi y compris, bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie est un outil qui n'a pas son pareil et qui ne peut pas être remplacé par un usage strictement, disons, médicamenteux ou strictement thérapeutique au sens classique dans lequel on entend, mais où finalement la raison et la rationalité jouent un rôle absolument décisif. Alors, bon, tout à l'heure, tu as parlé de ton engagement syndical et aussi de méthode. Euh, on a parlé aussi de la psychologie et de la psychiatrie. On n'a pas évoqué la psychanalyse. Et donc, je voulais savoir, toi, en tant que théoricien marxiste, on le sait, tu as écrit ton livre auquel je renvoie, Pourquoi je suis communiste. En tant que marxiste, qui est une école de pensée qui a été très critique à l'égard de la psychanalyse, et toi-même, tu l'as déjà critiqué dans Faucon Rouge, livre auquel je renvoie aussi. Euh, Comment voilà, tu te positionnes par rapport à cette discipline, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, et aussi, bah, comme pour la psychiatrie et la psychologie et le consulting, entre guillemets, en entreprise, quelles sont les différences entre les consultations en philo et cette discipline? Alors, effectivement, c'est vrai que je m'inscris dans une tradition philosophique que tu as rappelée, qui a été très critique à l'égard, entre autres, de la psychanalyse pour deux raisons tout à fait justifiables. La première étant le fait que finalement, Freud notamment n'avait pas pensé l'inconscient de manière universelle, mais un inconscient particulier, bourgeois, viennois, d'une certaine époque, et ayant montré finalement que la psychanalyse servait à construire une sorte de méta-récit qui permettait alors de nier par la bourgeoisie l'exploitation qu'elle produisait dans le réel et donc à tout réduire sur le niveau psychologique. Et puis la deuxième critique, et notamment aussi une critique très clouscardienne, c'est celle du fait que l'inconscient, certes, est un acquis dans l'histoire des idées, est un acquis théorique, mais nous faut prendre en compte l'inconscient de l'inconscient, c'est-à-dire toutes les déterminations historiques préalables qui déterminent directement même cet inconscient dit psychologique. Bon, je vais vite pour ceux qui veulent quelques pistes là-dessus ou pour ceux qui l'ont déjà en tête, parce qu'encore une fois, je ne veux pas que ce soit un entretien trop théorique. Mais il est vrai qu'il y a une critique qu'on peut faire de la psychanalyse d'abord et puis des thérapies psy en général et qui est tout à fait justifiée. C'est-à-dire que souvent, la consultation et beaucoup de personnes que je côtoie qui même travaillent dans les milieux thérapeutiques, des psychologues, etc., des thérapeutes, me signalent qu'au fil de leur démarche, ils ont bien conscience en fait que eux, c'est comme s'ils étaient un garagiste qui venait remettre sur une route des personnes qui finalement avaient compris que la route allait dans le mur, quoi, pour prendre une image. C'est-à-dire que finalement, ils essayaient de leur faire
reconstruire un récit d'eux-mêmes qui s'inscrivent parfaitement dans le monde social, alors que parfois, souvent, ces personnes sont là parce que justement, elles sont en crise avec le monde social. Et c'est là qu'on voit les limites aussi du tout psychologique. C'est-à-dire que moi, dans mon travail, pas forcément aussitôt, pas forcément dès la première consultation, mais mon objectif, c'est aussi de faire prendre conscience aux individus eh bien, leur inscription dans le monde social. Tout à l'heure, j'en parlais, c'est-à-dire comprendre aussi qu'il y a des problématiques collectives, comprendre le fait qu'on n'est jamais un individu isolé, et que finalement, puisqu'on en parlait, Marx a raison de dire que les individus entrent nécessairement dans des rapports déterminés, indépendants de leur volonté, c'est-à-dire que finalement, ici, on est en train de faire un entretien, eh bien, je suis directement en lien avec ceux qui ont construit mon ordinateur, la table, la chaise sur laquelle je repose, ce micro, etc. Je suis directement en lien avec ceux qui m'ont légué cette langue, ceux qui m'ont permis de l'enrichir, etc. Et que donc, je ne me suis pas un self-made man qui m'est fait tout seul et je m'inscris bien dans une histoire particulière. Et donc, l'objet, effectivement, n'est pas de faire construire un méta-récit, et au contraire, parfois, c'est aussi de toucher du doigt eh bien, des choses qui sont effectivement douloureuses. J'ai été très, très critique, et je le suis toujours autant, évidemment, et vous pouvez retrouver toutes mes vidéos bien avant d'autres qui le découvrent, qui bien des années après moi, en faisant des critiques souvent bien plus faibles et en m'accusant, moi, d'être dans le développement personnel et qui comprennent juste absolument rien et qui n'ont aucune capacité conceptuelle. Mais j'ai été très, très critique à l'égard du développement personnel, je le suis toujours. Et justement, dans le développement personnel, il y a cette idée aussi de bien-être, mieux-être, etc. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, la philosophie, on vit mieux avec. Mais notre objectif, ce n'est pas d'abord le bien-être, c'est la vérité. Et parfois, la vérité, elle est très nettement et souvent même contraire au bien-être premier. C'est-à-dire qu'on va toucher à des points, l'objectif n'est pas alors, c'est-à-dire à des points dont on n'a pas envie d'entendre parler. C'est-à-dire que finalement, souvent, ce qui émerge dans le questionnement avec l'individu, c'est des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Tout ça, c'est le récit déjà de l'allégorie de la caverne de Platon, tout simplement. Mais c'est là que l'importance du dialogue se fait aussi, d'accord ? On n'est pas non plus dans une écoute du patient sujet qui vient et qui délivre un récit sur lui-même que le thérapeute viendrait écouter. Bon, encore une fois, ça a sa nécessité et il faut rendre ces lettres de noblesse à la psychanalyse et notamment, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent et toutes les caricatures sur la psychanalyse, il y a un énorme travail qui est fait par Freud. J'ai beaucoup lu Freud. C'est un des premiers auteurs que j'ai lu quand je me suis mis à lire, quand j'étais au lycée d'ailleurs. Freud a fait un très gros travail. Il a évidemment pensé le transfert de manière extrêmement intéressante, etc. Bon, mais il y a toujours cette position de surplomb, évidemment, mais il faut rendre ces lettres de noblesse à la psychanalyse par bien des aspects. Toutefois, ce qui se noue en consultation philosophique, ce qui est premier, encore une fois, c'est le dialogue. Dialogos, qu'on retrouve dans dialectique, qui m'est si cher. Dialogos, ça veut dire deux discours, d'accord ? Deux discours qui se confondent. C'est-à-dire que la consultation philosophique, elle peut être un confrontement aussi. C'est-à-dire, souvent, je pose la question aux patients, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous vous remettez en question ça ? Et on creuse et on avance et on voit. Et parfois, ils me disent, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis on avance et dit, ah, mais finalement, peut-être. Bref, tout ce qu'on retrouve encore une fois dans le dialogue socratique. Mais ce n'est pas le consultant qui a la réponse, c'est la démarche dialectique, d'accord ? C'est-à-dire, c'est au travers du dialogue qu'on construit qu'apparaissent les réponses. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est deux choses. D'un, le premier, eh bien, c'est de vivre cet exercice philosophique, quel qu'il soit, en consultation philosophique, en classe ou ailleurs. Et le deuxième, eh bien, c'est de lire de la philosophie, de lire les dialogues platoniciens notamment. Et on comprend très vite ce que j'essaie d'expliquer là et qui peut paraître abstrait, alors qu'en fait, c'est très, très concret, très, très direct. Je rappelle aussi que la philosophie veut dire amour de la sagesse. C'est une quête de la sagesse. Encore une fois, on n'enseigne pas des principes tout faits, tout établis. Au contraire, l'objectif ici, c'est une quête, une recherche, d'accord, vers la sagesse. La sagesse, qu'est-ce que ça veut dire ? La sagesse, c'est comment je dois me conduire, qu'est-ce que je dois faire, d'accord ? Qui est une question, que Kant rappelle très bien parmi les questions principales de la philosophie, qui est une question profondément philosophique. Et là encore, la philosophie a toute sa place. Parce que à la question, est-ce que je dois rester avec cette personne ou la quitter ? À la question, comment mener ma vie, comment mener cette vie en ayant peur de la mort, par exemple, etc. Eh bien, la science peut nous aider à penser ces problèmes, mais jamais elle n'apportera la réponse. Apporter la réponse, ça nécessite un jugement réflexif, c'est-à-dire un jugement philosophique, et finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve notamment dans les sciences de la nature, et ni non plus
complètement dans les thérapies psychologiques, etc. C'est la raison pour laquelle la philosophie a toute sa place. Le travail qu'on fait en consultation philosophique, comme le travail qui peut être fait en classe quand c'est bien fait, c'est un travail de quête, c'est-à-dire, mais finalement, maintenant que j'ai pris conscience de ça, maintenant que je sais ça, eh bien, comment est-ce que je peux et comment est-ce que je dois, plus encore, agir. Et donc, c'est-à-dire, encore une fois, comme je l'ai dit, faire réfléchir le particulier dans l'universel, dans des problématiques qui le dépassent. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à s'auto-centrer, à croire que ce ne sont que nos problèmes, à croire qu'on est les seuls à les avoir, alors que finalement, ces problèmes ont été pensés depuis des siècles par des auteurs et qu'on est à même eh bien, de tendre ce miroir-là, hein, à la manière d'une fiction, qui là encore, hein, l'exercice fictionnel, un roman, un film, etc., eh bien, parfois nous en dit beaucoup plus sur nous-mêmes par le détour de cette fiction dont aucun des acteurs, des personnages, de l'écrivain, etc., ne nous connaît et qui pourtant nous renseigne beaucoup plus sur nous-mêmes que tout ce qu'on aurait imaginé. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on y retourne, pour laquelle on y prend goût, etc. Eh bien, c'est la même chose. C'est un exercice de vie et c'est un exercice aussi de radicalité, la consultation philosophique. Et c'est un moyen, loin d'être justement un moyen de faire du business ou du développement personnel, etc. C'est tout le contraire. C'est un moyen pour le sujet de mieux prendre conscience du monde social dans lequel il vit et donc d'être en capacité d'être critique à l'égard de ce monde social. Tu nous as annoncé au début de cet entretien avoir quitté l'éducation nationale. Et donc, du coup, en guise de dernière question, je voulais savoir si désormais les consultations philo allaient être ta seule activité. Et si tu pouvais revenir un peu voilà, sur ta situation actuelle. Alors effectivement, c'est quelque chose qui intéressera peut-être plus les abonnés que ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo. Mais bon, j'ai dit que j'en parlerai davantage, j'espère avoir le temps de le faire et surtout de le faire correctement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'ai effectivement pris une décision pour des raisons que j'exposerai de quitter l'enseignement, hein, à regret, parce qu'encore une fois, c'est pas l'enseignement que je quitte, c'est l'institution. C'est très, très, très différent. Et quitter l'enseignement, d'ailleurs, est par bien des aspects, si on s'en tient à l'exercice philosophique d'enseignement strict, est un de mes grands regrets. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai enseigné avant, j'enseignerai après, j'enseignerai encore. Bon, voilà. Donc, est-ce que ce sera ma seule activité? Eh bien, avec effectivement tout ce que je fais à l'IHT et qui me demande énormément de temps, les consultations philosophiques vont effectivement, pour l'heure, être mes seules activités, en sachant que pour diverses raisons que je n'exposerai pas là, je n'ai de toute façon pas droit au chômage. C'est la raison pour laquelle aussi je vais intensifier probablement le contenu sur les réseaux, probablement sur cette chaîne sous différentes formes, etc., d'autant plus dans cette année particulière, et que j'incite eh bien, toutes les personnes qui sont habituées à me suivre eh bien, à me soutenir plus que jamais, puisque mon activité intellectuelle, mon activité philosophique, mes activités politiques, eh bien, je vais tâcher, malgré les difficultés euh, potentiellement politiques et familiales que ça peut représenter, eh bien, de m'y attacher pleinement, de les épouser pleinement et donc d'être plus libre que jamais, même si eh bien, il y a toujours des chaînes et ce sont celles de l'argent. Et eh bien, l'objectif, c'est d'agrandir, si je puis dire, je ne sais pas si c'est une bonne métaphore, mais ces chaînes et voir de s'en passer, de ne plus avoir à y penser. Bon, c'est pas forcément une très bonne métaphore, mais vous voyez l'idée. Et donc, eh bien, je vous invite effectivement, pour tous ceux qui s'intéressent, à nous soutenir. Et surtout, j'invite les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici eh bien, à découvrir aussi les consultations philosophiques, à faire cet exercice, puisqu'encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'être malade, hein, il ne s'agit pas du tout d'être fou ou je ne sais quoi, d'accord? Au contraire, il s'agit d'être, comme tout le monde, traversé par ces questions existentielles et d'essayer d'y voir plus clair. Et parfois, eh bien, on peut venir une seule fois dans sa vie en consultation philosophique pour résoudre un problème particulier. On peut y venir régulièrement avec différents problèmes ou un même problème qu'on vient creuser, etc., donner une autre dimension. Et puis, c'est aussi l'occasion, quand on ne peut plus le faire en classe ou ailleurs, eh bien, de redécouvrir la philosophie et de la voir en pratique et pas uniquement au travers de choses qu'on comprend assez mal ou au travers de conférences, etc. Ce que je vais, ce qu'on peut proposer d'ailleurs, puisque
Tu me signales que c'était ta dernière question. Ce qu'on peut proposer d'ailleurs, eh bien, si ça vous intéresse, et seulement si ça vous intéresse, manifestez-le. Si ce n'est pas le cas, eh bien, nous ne le referons pas. J'ai proposé un entretien peut-être plus théorique pour ceux que ça intéresse sur certains aspects. On peut aussi vous inviter, eh bien, à poser vos questions en commentaire et évidemment les questions qui seront les plus courtoises, sérieuses, intéressées, etc. Eh bien, je tâcherai peut-être d'y répondre au travers d'une autre vidéo, d'un autre podcast comme celui-ci. Voilà. Eh bien, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos questionnements, etc., qui sont tout à fait légitimes. On ne pense pas toujours, là, effectivement, on a rebondi sur des questions qui avaient été posées. On ne pense pas toujours aux questions qui peuvent être posées et qui ont des réponses légitimes. Et plutôt que d'écouter des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais parlé, qui n'ont jamais lu aucun de mes livres, qui n'ont jamais regardé aucun de mes cours, qui n'ont jamais assisté à un de mes cours, qui n'ont jamais assisté à une consultation philo, etc., dire des choses et gloser à mon propos sans qu'ils n'en sachent rien et à partir des idées qu'eux-mêmes se font, c'est-à-dire en proie là, à leurs opinions et préjugés, c'est-à-dire aux antipodes de la philosophie, eh bien, soyez déjà philosophe, c'est-à-dire posez vos questions, remettez en question et tâchez d'interroger ceux qui sont directement concernés. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous dis, j'espère, à très bientôt et à très vite. Merci à toi.